Depuis plus d'une décennie, la République démocratique du Congo connaît un accroissement du nombre d'universités et d'instituts supérieurs relevant du secteur public. L'augmentation des institutions universitaires pose un autre problème, celui des enseignants qualifiés pour encadrer des étudiants. C'est dans ce contexte que parmi les Congolais de la diaspora, certains ont décidé de retourner au pays pour s'occuper de l'encadrement de la jeunesse. Ma contribution personnelle, moi-même aussi en tant que diaspora, est très simple. C'est-à-dire que nous avons vécu longtemps à l'extérieur du pays, plus précisément en France, où nous avons terminé nos études doctorales, et nous avons trouvé que donner toujours cours seulement aux Français, il fallait quand même que mes frères profitent aussi de ma petite connaissance. C'est ainsi que j'avais commencé par être professeur visiteur d'abord, dans ce qui concerne mon domaine qui est de l'eau et du transport de l'eau en agriculture. J'ai préféré venir donner ma petite pierre à l'édifice. Et quand je suis arrivé ici au Congo, j'ai trouvé que le terrain était vraiment propice pour aider nos frères. Et les frères, donc étudiants évidemment, étaient bien disponibles. Vraiment disponibles. Ils étaient très très contents de voir quand même un de leurs qui leur donnait aussi cours dans le domaine où il n'y avait pas assez de professeurs. Il s'agit plus précisément de l'hydraulique. Donc je donne cours d'hydraulique générale, hydraulique agricole, ma spécialité évidemment. Je donnais, pour le moment, je continue encore à donner l'adduction d'eau potable aux étudiants, comment il faut dimensionner les réseaux, et ces étudiants sont en train d'être bien formés. Certains. Vous parlez des étudiants, vous parlez de quels étudiants et de quelle institution? Évidemment, moi je donne cours à l'Institut supérieur des techniques appliquées, ISTA, et à l'INBTP, Institut national du bâtiment et des travaux publics, où nous sommes présentement. Donc, nous avons essayé de travailler en tant que professeur visiteur, et quelques temps après, nous avons été confirmés comme professeur permanent à l'INBTP, où je suis pour le moment. Et dans le cadre de ma contribution, je peux toujours dire que un étranger, quand il vient dans un autre pays, il a beaucoup de difficultés. Mais moi, je ne suis pas un étranger. Moi, je suis congolais. J'ai fait longtemps, évidemment, en France. Je donne cours en France également, au niveau de secondaire supérieur et universitaire également, toujours dans ce qui concerne mon domaine. Et quand je suis arrivé ici, je n'ai pas trouvé moi personnellement de problème. Parce que je suis vraiment natif de ce pays. Et j'ai dit, mais en tout cas, il faut vraiment faire un effort pour qu'on puisse développer quand même ce pays. Mais le développement qui est lié à mon domaine plus précisément. En ce qui concerne l'eau, concerne la formation, formation des formateurs, formation des ingénieurs, techniciens, ingénieurs full, et ceux qui sont au niveau du doctorat, je les encadre également. Et que nous avons aussi remarqué que nous qui venons de l'extérieur, nous apportons quand même un plus. Et ce n'est pas que les étudiants qui sont ici sont inintelligents, comme certains le prétendent dire. Ce n'est pas vrai. Nous avons des étudiants très intelligents. Et moi, personnellement, je leur montre tout le temps leurs points forts et leurs points faibles. Et les points forts pour les étudiants congolais, en général, sont des gens qui travaillent dans des conditions difficiles, mais qui parviennent à mémoriser certaines équations très complexes. Tandis que, en Europe, plus précisément en France, les étudiants sont là, ils ont aussi des points faibles. Les points faibles, c'est donc mémoriser les équations, en tout cas, ils ne peuvent pas le faire. Tandis qu'ici, on le fait facilement.
Et là-bas, on utilise beaucoup plus de logiciels. Ils ont presque tout ce qu'il faut pour l'enseignement. Ici, nous sommes en train de faire un effort pour que les étudiants commencent à étudier le logiciel. Du côté Internet, du côté recherche, c'est le point faible donc de nos étudiants. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas assez de matériel qui sont disponibles. Normalement, moi quand je parle aux étudiants, je parle beaucoup plus sur l'eau. Nous avons de l'eau douce au Congo, mais qui n'est pas potabilisée en entièreté. C'est-à-dire que les gens ont des difficultés pour accéder à l'eau potable. C'est vraiment un petit pourcentage. Et d'ailleurs, la Régie des eaux fait un grand effort déjà pour donner ne fût-ce que l'eau potable à la population. J'ai dit, fait un effort. Or, sur plus de 100 millions d'habitants, quand nous on fait un effort, c'est qu'on peut estimer, sans exagérer, à plus ou moins 50% des personnes qui accèdent à l'eau potable. Et les autres 50% souffrent pour avoir de l'eau. Il y en a même qui font des forages qui ne sont pas vraiment, qui ne répondent pas aux normes. Qui ne répondent pas aux normes parce qu'ils se basent beaucoup plus sur la première couche d'eau qui sort parce que l'eau est claire, alors ils commencent à prendre cette eau-là, et pourtant c'est de l'eau pleine de métacalcaires, donc de microbes, etc. Alors là, il faut quand même faire un effort de ce côté-là pour qu'on puisse traiter cette eau-là. D'ailleurs, même au niveau des cours que je donne aux étudiants, les cours de forage, je leur montre comment il faut faire un bon forage qui ne dépend pas de l'eau de pluie, mais qui dépend donc de la nappe profonde. Pour qu'il n'y ait pas, si ça dépendait seulement de la pluie, pendant la saison sèche, donc les puits sont vraiment complètement asséchés. Et en ce moment-là, il faut recourir donc à l'eau profonde. Alors, l'eau profonde, ça dépend donc du lieu où on se trouve, et on arrive donc à la deuxième couche donc de forage. Et là, en ce moment-là, cette eau-là est légèrement potable. J'ai dit légèrement potable, pourquoi? Parce que quand les gens croient qu'on a pris l'eau à une grande profondeur, l'eau elle est toujours potable, non, il faut d'abord l'analyser, traiter, en ce moment-là donner à la population. Bon, on peut forer, n'importe qui peut forer l'eau, on peut forer donc le puits d'eau, bien sûr, mais ça doit être réglementé. Parce que on peut faire le forage pour besoins domestiques, pour besoin par exemple de laver les habits, ou l'utiliser dans de circonstances qui ne sont pas totalement potables. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas croire que toute eau qui est forée est potable. Ça, j'insiste beaucoup là-dessus. J'insiste beaucoup. D'ailleurs, je suis content d'apprendre quand même que la Régie des eaux est en train de faire aussi des forages. Il y a aussi SNHR qui fait des forages. Ce sont des ingénieurs que nous formons ici à l'INBTP qui sont des responsables au niveau de SNHR pour accéder donc à l'eau souterraine. Bon, nous avons une grande quantité, un grand volume d'eau de surface, c'est-à-dire nous avons des ruisseaux, nous avons du fleuve, nous avons des rivières, nous avons même de lacs au niveau par exemple de Goma, mais on peut prendre cette eau là-bas, la potabiliser, c'est-à-dire traiter et distribuer à la population. Mais ce sont du matériel que nous manquons, que la Régie des eaux manque évidemment. Si on pourrait un peu faire un effort, donner de moyens à la Régie des eaux, je crois que le pourcentage de 50 peut rester inférieur. Donc, c'est-à-dire on peut arriver même à 70-80% des populations qui peuvent accéder à l'eau potable. On fait les forages là où il n'y a pas l'eau de surface, qui est accessible. Et que le forage nous donne une eau vraiment saine. Mais pour nos conditions, nous devons recourir beaucoup plus à l'eau de surface pour le Congo. Et l'eau de forage,
doit être beaucoup plus minimisé. Pourquoi? Minimisé parce que y a des gens qui commencent à faire des forages d'une manière individuelle, mais qui oublient donc des maladies à base hydrique. Et quand quelqu'un fait les forages seul, il prend directement cette eau-là, il commence à la consommer. Et là, c'est très grave. C'est très grave. Donc ça va créer des diarrhées, il y aura des diarrhées, il y aura des choléra, il y a beaucoup de maladies hydriques pour l'eau qui n'est pas contrôlée. D'ailleurs, l'eau de la Régie des eaux, nous avons déjà fait beaucoup d'analyses. L'eau de la Régie des eaux est bonne, parce qu'elle est bien potabilisée. Il y a le gouvernement qui fait un effort pour donner vraiment un bon paquet à la Régie des eaux, pour qu'on puisse potabiliser l'eau normalement, selon donc les normes de l'OMS. Donc pour le forage, moi je n'encourage pas trop, personnellement en tant que professeur donc d'hydraulique. Je préfère qu'on puisse donc appuyer la Régie des eaux comme il le faut, à défaut même la privatiser comme on le fait dans d'autres pays. Mais là où la Régie des eaux n'est pas là, on recourt à quelle stratégie? Bon, là où la Régie des eaux n'est pas là, on peut recourir donc au forage. On peut recourir. Il y en a même qui consomment de l'eau de pluie, là où la Régie des eaux n'est pas là. D'ailleurs, même à Kinshasa, ici, il y a des autres coins où on recourt seulement à l'eau de pluie. Mais c'est anormal. C'est anormal. La Régie des eaux, normalement, doit être installée partout. Doit être installée partout. Moi, je ne décourage pas les gens de Régie des eaux qui font un effort. Mais par contre, moi, je plaide pour eux. Nous, des diasporas, quand nous venons ici, nous avons quand même nos collègues qui sont restés là où nous venons. Et ces collègues-là sont très disposés à aider nos frères étudiants, tout comme enseignants, donc à renouveler leurs capacités. Pour moi, personnellement, quand je suis arrivé ici en 2015, j'ai trouvé quand même que le corps académique à l'INBTP avait trop vieilli. Et j'ai personnellement contacté certains de mes amis qui m'ont donné la chance d'envoyer 6 assistants et chefs de travaux pour faire le doctorat à Tunis, à l'université donc de Carthage, parce que le responsable de l'université, c'était un collègue, nous avons terminé ensemble, il m'a beaucoup aidé en ce sens-là, et que ceux qui étaient partis, bientôt 5 ans, ils vont soutenir. Et ce sera, je crois bien, si mes souvenirs sont encore bien, c'est pour le mois de décembre qu'ils vont faire la soutenance de leur thèse. Donc on aura au moins 6 professeurs de docteurs ingénieurs de trop qui vont venir à partir déjà de l'année prochaine. Et il y a une autre vague que je suis en train de préparer, je suis en train de négocier avec certaines universités en France et à Tunis aussi également. Nous avons l'ENIT, donc école doctorale donc, des ingénieurs de bâtiments et des travaux publics, ce sont des institutions qui sont prêtes à accueillir pas moins de 10 personnes pour la formation doctorale. Donc voilà notre contribution donc, des gens donc, de diaspora. Mais nous avons des petites difficultés d'être acceptés facilement par nos homologues qui ne sont pas des diaspora. Ça, c'est l'unique difficulté que les gens de diaspora ont. Bon, je parle de mon secteur, personnellement. Nous avons amené de nouvelles méthodes à transmettre, pour transmettre donc l'enseignement aux étudiants, mais nos amis que nous avons trouvés ont pris vraiment beaucoup de temps pour nous accepter. D'ailleurs, je suis très content quand même qu'actuellement, nous avons le système LMD, c'est-à-dire licence, master et doctorat, que nous avons démarré à l'INBTP. L'INBTP est parmi les 9 institutions universitaires qui ont été prises, pas au hasard, mais choisies par la Banque mondiale dans le cadre du système éducatif de LMD. Mais pour cette fois-ci, nous avons des pionniers donc, qui sont en première année de licence, parce que la licence va avoir lieu pour 3 ans et 2 ans de master
Et puis, on pourrait penser donc à l'école doctorale après. Donc, nous contribuons beaucoup. Moi, personnellement, pour l'INBTP, je ne me frappe pas la poitrine, mais je sais quand même que je suis le pionnier qui vient d'envoyer plus de 6 doctorants. Donc, ce sont des gens qui vont venir avec une très bonne formation de docteurs, ingénieurs, et ils vont nous aider ici parce que nous avons l'insuffisance donc de la main-d'œuvre qualifiée correctement attitrée pour l'école doctorale. Moi, je suis de ceux qui sont contents quand même de remarquer que l'actuel président utilise beaucoup plus notre produit. Les sautes de moutons que vous voyez à travers la ville, ce sont nos étudiants qui sont beaucoup plus à la base de la conception, le calcul des structures qui sont faites. Et alors, nous sommes très heureux. Parfois, quand je passe à travers la ville, là, si je me mets à un saut de mouton, je vois directement un de mes étudiants qui vient me saluer. Bonjour professeur, mais ça me fait joie au cœur. Ce qui ne se faisait pas en France, où j'ai donné cours pendant un certain temps. Mais en Europe, quand vous êtes noir, vous êtes considéré comme quelqu'un qui travaille pour avoir l'argent à la fin du mois. Tandis qu'ici, nos frères ne nous considèrent pas comme ça. Ils sont très contents de voir quand même que nous donnons les cours comme il se doit, et nos amis que nous avons trouvés sont en train de copier un peu nos méthodes. Avant, on écrivait beaucoup plus au tableau. Et actuellement, tout le monde utilise donc le système PowerPoint en utilisant donc des projections, et les étudiants sont contents. Nous aussi, nous sommes contents. Nous sommes contents. Prenons par exemple le cas de l'INBTP, toujours que je peux parler, parce que pour l'INBTP, quand on a parlé de l'école donc de l'année blanche, nous étions très mécontents. Pourquoi? Parce que nous, le cours se donne normalement. Et quand on a déclaré le confinement, nous on était déjà en avance, on avait déjà fait le premier semestre, on avait déjà attaqué les cours du deuxième semestre. Bon, les étudiants sont rentrés chez eux. Quand son Excellence, Monsieur le ministre Thomas Louaka, a pris la décision avec ses collègues pour que nous puissions terminer l'année en beauté, nous, à l'INBTP, nous n'avons pas souffert, parce qu'il ne restait qu'un mois de cours pour terminer l'année académique. Donc, nous sommes un peu beaucoup plus à l'aise. Et puis, nous sommes aussi une institution dont les comités de gestion, dans lesquels moi-même je fais partie, nous avons fait un effort pour payer les primes des enseignants. Et nous payons aux alentours donc de 10 mois sur 12. Si vous faites les contrôles, vous les journalistes, vous faites les contrôles au niveau donc de la ville de Kinshasa seulement, vous risquez de nous placer le premier. Vous risquez de nous placer le premier. Donc nous faisons beaucoup d'efforts et les étudiants sont bien formés ici. Ils sont bien formés. Nous avons l'expertise qu'il faut. Et puis là où ils vont, ils ne nous déçoivent pas. Bien sûr, des petites brebis galaises ne manquent jamais. Mais en tout cas, pour la plupart de nos étudiants, ils offrent vraiment un bon rendement. Nous sommes aux alentours de 5000 étudiants, et ces étudiants commencent par l'année préparatoire jusqu'en 5e, donc ça vous fait 6 ans. Nous formons un ingénieur mûr après 6 ans, donc de cours scientifiques un peu modernisés. Je crois qu'on n'est pas tellement trop dessus là-bas. Et puis, vous avez aussi évoqué au début de votre interview notre contribution en ce qui concerne l'eau dans le champ, parce que tous les pays du monde commencent à se développer à partir de l'agriculture. Et je suis quand même content de voir quand même que l'actuel chef de l'État donne un grand accent sur l'agriculture. Je crois qu'il est bien informé. Il est bien informé. Et pour moi, personnellement, en tant que
amis de la diaspora, j'ai donné une petite contribution dans ce qui concerne l'irrigation. L'irrigation, c'est-à-dire donner la quantité d'eau à la plante et qui est suffisante. Et j'ai fait même un grand livre qui est sorti. Ce livre-là, vous pouvez le lire. J'ai essayé de travailler sur l'irrigation moderne au niveau des Bandal comme étant modèle, au niveau de la pépinière de Bandalungwa. J'ai fait les dimensionnements de tous les réseaux, j'ai calculé toutes les pressions qu'il faut avoir, mais en utilisant l'eau de la régie des eaux, pas l'eau de forage. Parce que l'eau de forage que nous voyons au niveau donc de nos maraîchers, je vous dis que cette eau n'est pas propre. Alors quand l'eau que l'on utilise pour nourrir la population n'est pas saine, la population aussi ne sera pas saine. Donc ce qui fait que avec mon livre, avec certains chercheurs aussi qui continuent à faire la même chose que moi, nous faisons un grand effort pour convaincre la régie des eaux. Quand il y a le grand tuyau, donc le DN, qui passe par non loin donc des cultures maraîchères, j'aurais voulu demander soit au gouvernement, soit à la régie des eaux, de donner de l'eau potable à ces mamans maraîchères. Parce que quand l'eau est potable, même les légumes qui vont sortir de là seront propres. Nous avons fait des analyses. Moi, j'étais personnellement en Israël, à Shefaïm. J'avais amené quelques produits de maraîchage de Kinshasa. J'ai fait les analyses, mais ce n'était pas tellement bien. C'est pas tellement bien. Ce qui fait que nous faisons un petit effort pour que nous donnons des idées au gouvernement. Si le gouvernement pouvait les prendre en charge, ça serait une bonne chose. S'il les déconsidère, ça nous fera un peu de mal. Mais vous savez, en Israël par exemple, il n'y a pas assez de grandes quantités d'eau par rapport à nous autres. Mais sont des grands producteurs de fleurs, en utilisant une petite quantité d'eau pour une grande superficie. Et c'est ce que nous conseillons toujours aux autres. Même s'il pleut beaucoup, d'ailleurs c'est du gaspillage. La pluie ne nous donne pas l'occasion de beaucoup raisonner. Mais nous devons bien gérer l'eau au niveau donc des plantations pour que le développement soit sûr. Eh bien, en Israël, on peut envoyer certains étudiants faire leur stage là-bas, voir un peu ce que les autres font. Moi, j'étais là-bas, j'étais en Égypte. En Égypte, c'est un pays qui est vraiment, on peut dire, le don du Nil. Mais il n'y a pas une grande quantité d'eau comme nous autres. Mais c'est un pays qui est maintenant qui vit par les dérivations de l'eau venant du Nil et sont les premiers producteurs de coton. Nous avons été aussi les premiers producteurs, par exemple, de l'huile de palme, en 1965. Mais actuellement, nous ne sommes nulle part. C'est-à-dire que les plantations ont été abandonnées, des palmiers, beaucoup de plantations de café, de cacao ont été abandonnées. Si on pouvait un peu s'occuper un peu de ces plantations, les récupérer, nous allons avoir quand même une bonne production. Demander par exemple à l'État congolais de bien payer les travailleurs, c'est bien, mais il faut produire. Il faut produire. Au niveau de l'enseignement, d'ailleurs, je suis un peu très heureux de remarquer que les étudiants, ou bien non, les élèves de l'école primaire étudient gratuitement. C'est une très bonne chose, comme ça se fait dans d'autres pays. En Europe, d'ailleurs, même, il n'y a pas seulement la gratuité de l'enseignement, mais on appuie les parents en donnant des petites bourses aux étudiants de l'école primaire, des secondaires. On donne des petites bourses. Nous, dans le temps, quand c'était sous Mobutu, par exemple, nous avons bénéficié de bourses d'études. Pour le moment, c'est inexistant. Bien sûr, on ne peut pas demander à l'actuel gouvernement de donner la bourse
à tous les étudiants maintenant, parce que d'abord, ce gouvernement n'a rien, mais il faut d'abord commencer par produire. Si la production est là, le bonus sera déversé du côté, par exemple, étudiant, et ce sera une bonne chose. Parce que j'entends toujours les gens dire peuple d'abord, mais moi, au niveau scientifique, je vois autre chose. C'est-à-dire que je vois l'étudiant d'abord. Parce que quand vous donnez un bon enseignement aux étudiants, ils vont produire de bonnes choses. Quand on dit peuple d'abord, là, c'est l'homme qui est mis au centre. Mais l'homme ne peut pas, actuellement, on ne peut pas demander à l'actuel gouvernement de donner tout à l'homme pour qu'il soit content. Non. Mais il y a des paliers. Commencer par la production, exporter. À ce moment-là, les autres vont profiter de la dividende. Oui, je pourrais conclure cet entretien en disant que la diaspora congolaise, ce sont des amis des Congolais, ce sont des Congolais qui étaient partis et qui sont revenus. Ils ont amené quand même quelque chose ici pour contribuer, et ça s'est fait. Pour moi, je vous ai parlé de ma contribution en tant que diaspora dans le milieu donc universitaire, ce que je fais, les relations que nous avons eues avec nos amis de l'extérieur, nous faisons profiter notre pays de cette expérience qui n'est pas tellement minime. On est chacun dans son domaine. J'ai vu des gens en train de construire des centres de santé. J'ai vu des gens en train d'arranger bien le marché. Il y a des footballeurs qui commencent à venir ici. Et notre équipe nationale sera un peu très forte. Vous verrez, dans le temps qui vient, il y aura une grande amélioration. Mais nous devons avoir la volonté. Nous devons avoir la volonté. Ici, quand je suis arrivé ici, j'ai commencé par être professeur mi-temps, après professeur permanent, et après président des professeurs. Je suis élu, jusqu'à maintenant, là, j'ai tout un mandat en tant que président des professeurs de l'INBTP. Et comme je suis nommé secrétaire général académique, ça devient incompatible, parce que le président des professeurs, c'est par des syndicats. Alors moi maintenant, en tant que membre du comité de gestion, je ne peux pas faire les deux. J'ai demandé à ce que mon adjoint, selon donc notre Caneva, fasse donc l'intérim. Oui, normalement, il n'y a pas seulement au Kassai, il y a beaucoup de provinces, de régions qui ont besoin vraiment de l'eau dans les milieux donc estudiantins. Donc dans des internats par exemple, on peut faire les forages, mais les forages contrôlés. Donc sous le contrôle de la Régie des eaux, pour éviter des maladies hydriques comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il serait beaucoup mieux donc de privilégier les forages là où la Régie des eaux ne peut pas arriver facilement. Mais la Régie des eaux peut arriver dans les cas de contrôle, donc de la qualité de l'eau. Ils ont des instruments qu'il faut, des laboratoires, pour voir si cette eau répond aux normes de l'OMS. J'aurais voulu personnellement lancer un appel à la Régie des eaux de faire quand même un peu l'inventaire du milieu très important, là où il y a de population, mais quand même, la Régie des eaux doit être présente partout. On doit être présent. Il y a beaucoup d'étudiants que nous formons ici. Nous avons, à l'INBTP, nous avons section hydraulique et environnement. Nous avons la section génie rural où nous formons des ingénieurs, des ruraux. Nous avons les géomètres topographes qui peuvent faire passer donc à la délimitation de ces lieux-là. Et nous avons les bâtiments et travaux publics, évidemment. Là, c'est pour la construction des ponts et chaussées. Et tous ces étudiants-là sont bien outillés pour travailler avec la Régie des eaux. D'ailleurs, il y en a beaucoup déjà qui sont déjà à la Régie des eaux. Il y en a aussi beaucoup qui sont utilisés par le chef de l'État dans le cadre donc, de programmes de 100 jours, même dans des voiries urbaines, etc. Donc, il faudrait quand même qu'on pense beaucoup plus à l'eau de forage, là où il n'y a pas des eaux surfaciques. Nous avons l'hydraulique, service national d'hydraulique
rural qu'on appelle Essenancher, qui est dans le département ou ministère du développement rural, et il nous aide un peu beaucoup aussi, il aide beaucoup la population. Et il faut aussi non seulement penser à la vie des eaux, mais penser aussi à ses services. Parce que j'ai vu quand même que les engins qu'ils utilisent sont des engins qui dépassés pour faire les forages. Alors, si il y a des machines modernes pour faire les forages au niveau de Essenancher, je crois quand même qu'on peut atteindre quand même une grande population pour qu'il y ait l'accès à l'eau potable pour tous. Autre préoccupation, c'est le vieillissement du corps professoral. En dehors de l'organisation du troisième cycle dans plusieurs universités au pays, il y a la stratégie qui consiste à envoyer des chercheurs à l'extérieur du pays. L'investissement dans le secteur de l'éducation est difficilement évaluable en termes monétaires, mais la contribution de la diaspora scientifique est bien réelle.